Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de Code 24, le magazine francophone de la rédaction de Futur TV en partenariat avec France 24. Pauvreté, chômage, violence endémique, taux de suicide record. Encore aujourd'hui, les peuples amérindiens du Canada, aussi appelés Premières Nations, paient cher la colonisation brutale dont ils ont été victimes durant des siècles. Un traitement récemment qualifié de génocide culturel par la Cour suprême du pays. Depuis quelques années, cependant, de nombreux autochtones s'organisent, bien décidés à améliorer leurs conditions à travers des initiatives très concrètes. Issu de cette mobilisation sans précédent, un vent nouveau semble souffler jusqu'aux oreilles du Premier ministre Justin Trudeau. De Winnipeg, capitale du Manitoba, à Cross Lake, réserve reculée du nord de la province, notre reporter Frédéric Guiraud s'est rendu à la rencontre des Premières Nations du Canada. Voici son reportage. Pour Kimberly, c'est une question d'honneur. Je me souviens quand j'ai étudié l'histoire autochtone à l'école, nous avons toujours été haïs les autochtones, toujours. Comme chaque jour lorsque le climat le permet à Winnipeg, elle arpente les berges de la Red River à la recherche du moindre indice. Non, c'était pas du sang. Oui? Je recherche tout ce qui pourrait être en lien avec les femmes autochtones disparues et assassinées. Je cherche du sang, des vêtements ensanglantés, des menottes, du ruban adhésif. Tout ce qui pourrait me donner une piste. Selon la dernière estimation officielle, au cours des 30 dernières années au Canada, près de 4000 femmes autochtones auraient disparu ou été assassinées sans que la police ne résolve ces affaires. En 2014 à Winnipeg, Tina Fontaine, 15 ans, est retrouvée dans un sac au fond de la rivière. Un meurtre de trop pour les familles de victimes. Depuis, proches et volontaires se relaient chaque été, convaincus que ces eaux recèlent d'autres secrets. On ne sait jamais ce qu'on peut trouver. Kimberly, elle a perdu sa fille de 16 ans, tuée par balle en allant à une fête. Après la mort de la jeune Tina Fontaine, elle s'est jurée d'aider à résoudre ces enquêtes. C'est le travail de la police, mais ils n'ont pas le temps de venir et de faire ce que nous faisons. Le seul moment, à peu de choses près, où la police de Winnipeg vient ici et nous aide, c'est si nous trouvons quelque chose. Si on trouve des membres ou des parties du corps, un crâne, un scalp ou des cheveux, alors ils viendront. D'ici là, c'est à nous d'agir. Avec 12% d'autochtones dans sa population, Winnipeg est la plus indigène des grandes villes canadiennes. Elle est aussi l'une des plus violentes du pays. À 2 pas du centre-ville, le quartier du North End fait triste mine. Ici, des légions de sans-abri errent jour et nuit, reflet d'un climat économique et social tendu. Conséquences directes, trafics et criminalité explosent. Une situation invivable pour les nombreuses familles qui peuplent ce quartier. Mais ici aussi, la mort de la jeune Tina Fontaine a agi comme un électrochoc. Depuis, ses habitants ont créé des patrouilles bénévoles. On les appelle le Bear Clan. Il y a un véhicule qui interagit avec 2 filles par ici, sur l'avenue Selkirk. Vous voyez la plaque? 5 soirs par semaine, ses membres viennent en aide aux personnes en détresse, scrutent tout comportement suspect et le signalent à la police si nécessaire. L'instigateur de ces patrouilles, c'est lui, James Favre. Je veux que les gens sentent qu'il n'y a pas de danger à venir ici. Je veux pas avoir peur. Je veux dire, depuis toujours, le quartier du North End a été vu comme un endroit effrayant. C'est le quartier derrière les rails de chemin de fer. Tu vas pas là-bas, ok? Symbole d'une communauté qui se mobilise, en 2 ans, les patrouilleurs sont passés d'une poignée à près de 400 membres. Une petite révolution. Il y avait beaucoup d'activités criminelles dans ma rue. Et maintenant qu'ils viennent et patrouillent, il y a beaucoup moins de choses de ce genre. Oui, ça a été vraiment positif. Inspiré par l'initiative, 18 nouvelles patrouilles ont depuis été formées dans d'autres villes canadiennes. Un succès relatif qui reflète surtout la défaillance des autorités. It's time for a change in this country, my friends, a real change.
Si depuis des décennies au Canada, les peuples autochtones semblaient souvent livrés à eux-mêmes face à des enjeux qui les dépassent, il pourrait enfin avoir trouvé un allié de poids en Justin Trudeau. Dès son arrivée au pouvoir, le jeune élu nomme une autochtone ministre de la Justice, mais il annonce surtout 6 milliards d'euros d'investissement dans les communautés et présente des excuses officielles devant la commission Vérité et Réconciliation. Le gouvernement du Canada s'excuse sincèrement et demande pardon aux peuples autochtones de les avoir trahis. Des mots lourds de sens face à une commission qui aura mis 6 ans à faire la lumière sur une zone d'ombre de l'histoire canadienne, les pensionnats autochtones. Dans les réserves, on dit souvent que les pensionnats sont la source de tous leurs maux. Pendant la colonisation, 150 000 enfants seront internés de force dans ces établissements religieux, officiellement pour étudier, en réalité selon une expression tristement célèbre, pour tuer l'Indien en chacun d'eux. Maltraités, agressés sexuellement ou même utilisés comme cobayes pour des expériences scientifiques, près de 6 000 d'entre eux pourraient être morts dans ces établissements, dont le dernier n'a fermé qu'en 1996. Un génocide culturel reconnu par la Cour suprême l'an passé. Comme tant d'autres pays, l'histoire de la famille Mackay est intimement liée à celle de ces pensionnats. Mes parents sont là. Ma mère est là, ma tante, mon oncle et leur ami. Paul suivra leur chemin. Il a 8 ans lorsqu'il est interné à son tour. J'étais à Cross Lake pendant 2 ans. Je pouvais voir ma famille. Ma grand-mère, ma mère, mes frères et mes sœurs jouaient de l'autre côté de la rivière. Mais je ne pouvais pas aller les retrouver. À la fin de sa scolarité, 10 ans plus tard, le jeune homme sombre dans l'alcool et une profonde dépression. Il passera sa vie à essayer d'en sortir. Je ne savais pas qui j'étais ni quoi faire. Et c'est ce qui arrive aujourd'hui à certains de nos jeunes. Lorsque l'on arrive dans la ville de Cross Lake en territoire Pimichikamak, difficile de ne pas être interpellé par les portraits de jeunes disparus dont on cherche encore la trace aujourd'hui. Mais d'autres mots rongent cette réserve de 8000 habitants. En mars dernier, 5 adolescents et une jeune mère de famille mettent fin à leur jour en une semaine. Sous le choc, la communauté déclare alors l'état d'urgence. Chez les jeunes autochtones, le taux de suicide est 6 fois plus élevé que dans le reste de la population canadienne. Une situation à son paroxysme dans les réserves, dénoncée par Amber Muskego dans une lettre lue jusqu'au Parlement canadien. Elle y pointe la responsabilité des autorités et celle d'une jeunesse à la dérive. Dans l'école ici, plus d'une centaine des 1600 élèves sont surveillés pour leur tendance suicidaire. Tout le monde essaye d'atténuer sa douleur en buvant, en s'isolant, en prenant de la drogue. C'est pas comme ça qu'on se débarrasse de quoi que ce soit. Tu dois pouvoir parler à quelqu'un. Tu dois pouvoir dire les choses. Vraiment. Parce que sinon, ça peut vraiment tourner mal, au point de se suicider. Oui, c'est juste que c'est un sujet très sensible en ce moment. Ça va. J'ai perdu 2 de mes meilleurs amis par suicide. Et c'est dur. À 17 ans, Amber doit son salut à son père, Horton, pour avoir lui aussi tenté de mettre fin à ses jours lorsqu'il était jeune. Il a su trouver les mots justes après plusieurs tentatives de sa fille. Bon, vous savez, beaucoup de nos enfants ici ont une très faible estime d'eux-mêmes, parce que leurs parents, certains d'entre eux, ne travaillent pas. Et c'est pas par choix qu'ils ne travaillent pas, c'est parce qu'il n'y a pas de travail. Vous savez, il n'y a qu'une poignée d'emplois dans notre communauté. Ici, plus de 80% de la population est au chômage, quand la moyenne canadienne avoisine les 7%. Pourtant, en acceptant la construction d'un barrage sur son territoire il y a 40 ans, la communauté pensait éradiquer une pauvreté et un chômage déjà alarmant. C'était l'accord avec le Manitoba, contrepartie d'un barrage clé dans la production d'énergie de la province, qui génère depuis des milliards de bénéfices. Lorsqu'il est mis en activité en 1979, Roy Muskego et Darrell Satie sont encore enfants.
Les deux trappeurs ne comprennent pas vraiment l'impact que va avoir sur leur vie l'inondation de 65 km² de leur territoire. Regarde la rive ici. L'eau était si haute. Et puis le niveau a baissé. Et là, la terre s'est effondrée. Et les arbres se sont mis à tomber. Depuis, de nouvelles inondations et la fluctuation permanente du niveau de l'eau liée au barrage continuent de bouleverser un équilibre fragile. C'est dans cette baie qu'on attrapait des esturgeons pour nourrir nos familles. Aujourd'hui, il n'y a plus rien. On pose nos filets et il n'y a rien, juste une eau pas assez profonde. Fin 2014, excédés, les habitants de la réserve expulsent les employés du site et après 6 semaines d'occupation, le bras de fer aboutit à des excuses officielles et l'assurance d'un nouveau partenariat avec la compagnie. Mais après 2 ans de consultation, leur principale revendication, un meilleur partage des revenus, est rejetée. Alors depuis, Darrell Saty a bien du mal à croire en une réconciliation avec le Canada. Ils vous poignardent dans le dos et vous disent « changeons maintenant notre relation ». Et ils continuent. Et ils disent encore « changeons notre relation ». Et ils continuent de construire des barrages. Ils investissent partout. Ils dépensent des milliards. Et nous n'avons pas de travail. L'eau montait jusqu'ici. Aujourd'hui, il n'y a plus d'eau, juste des rochers. Dans la réserve, pourtant, tous aimeraient y croire. Aujourd'hui, c'est jour de fête. Malgré la tragique vague de suicides et le sous-financement chronique de leur système éducatif, 55 élèves ont décroché leur diplôme. Et après des années de négociations avec le gouvernement fédéral, la chef de la réserve a une importante nouvelle. Nous travaillons dur à la construction d'un nouvel hôpital, ici à Cross Lake. Un engagement a été pris par le gouvernement de construire un établissement de 40 millions de dollars. Nous avons besoin de vous, que vous soyez impliqués. Si vous voulez être docteur ou infirmière, sachez que nous construisons un endroit où vous pourrez revenir quand vous aurez fini vos études. Avec la croissance démographique la plus élevée du pays, les jeunes autochtones sont un enjeu pour le Canada et l'espoir de toute une communauté. Cet après-midi, les élèves d'une autre réserve sont venus prêter main forte à une figure emblématique de Winnipeg. Je cherche les sacs, les cuillères, les serviettes. En 2011, des inondations historiques obligent Althea Guiboche à quitter sa campagne pour la ville. Elle perd alors sa maison et passe 8 semaines dans la rue avec ses 5 enfants. Depuis qu'ils en sont sortis, elle nourrit chaque dimanche ceux qu'elle a croisés à l'époque. Du riz ? Et l'an dernier, elle les surprend en se présentant à des élections locales sous la bannière libérale, séduite par les premiers mois de Justin Trudeau au pouvoir. De mon point de vue, il a fait plus que n'importe quel autre politicien en un siècle. Vous voyez ce que je veux dire. Et nous avons besoin de plus de gens comme ça, qui se préoccupent de tout le monde et se soucient du fait que nous sommes les premiers habitants ici. Alors pourquoi souffrons-nous? Un soutien à Justin Trudeau de plus en plus minoritaire chez les Autochtones. Pourtant, tous en sont convaincus. Une nouvelle ère s'ouvre aujourd'hui. Allez, restez des nôtres, on se retrouve après cette très courte pause. A tout de suite. En Inde, un quart de la population est touchée par la sécheresse, conséquence des années de faible mousson. L'État le plus touché est celui du Maharashtra, à l'ouest du pays. Malgré l'approvisionnement en trains-citernes, cette région rurale vit au ralenti. Les agriculteurs sont les plus pénalisés. Reportage d'Elsa Kelly, Pierre-Jean Ouvrard et Constantin Simon. Chaque matin, lorsqu'ils le voient arriver, les habitants de la tour se réjouissent. Dans ce train, pas de voyageurs ni de marchandises. Simplement de l'eau. 50 000 litres d'eau par jour acheminés vers cette ville de l'état du Maharashtra, car la région est frappée par l'une des pires sécheresses depuis un demi-siècle.
Après le train, l'eau est transportée en camion-citerne vers les différents quartiers de la ville. Il est midi et il fait déjà plus de 40 degrés. Cela fait plusieurs heures que ses habitants attendent. Maintenant, le problème est résolu. Nous avons de l'eau environ une fois par semaine. J'ai l'impression que nous en avons terminé avec la sécheresse. Depuis 3 mois, les robinets de cette ville d'un demi-million d'habitants sont secs. Le train affrété en urgence par les autorités est une lueur d'espoir, mais c'est loin d'être une solution définitive. Dans un pays où un quart de la population, plus de 330 millions d'Indiens, sont victimes de la sécheresse. Dans ce quartier, l'eau reste une préoccupation quotidienne, une obsession même pour Pratap. Boire ou ne pas boire, où trouver de l'eau, quand prendre une douche. La vie de ce jeune Indien est devenue un dilemme permanent. En ce moment, l'eau est plus précieuse que l'or. Nous payons 5000 roupies par mois pour l'eau. 5000 roupies, 75 €. Une somme astronomique pour Pratap et sa famille. On n'a que cette eau pour laver les vêtements. Pour les plus pauvres, l'eau est un fardeau qui s'ajoute à d'autres problèmes. La sœur de Pratap prie donc tous les jours pour que la mousson arrive plus tôt cette année. Je prie Dieu qu'il pleuve, qu'il y ait de l'eau. Comment trouver de l'eau, se demandent les habitants des villes. Mais comment survivre sans eau, s'inquiètent les paysans. À 40 km de la tour, aucun camion-citerne ne vient et le désespoir est à son paroxysme. Les puits sont à sec. Dans ce village, seule une pompe fonctionne, quelques heures par jour. C'est notre seul point d'eau, mais il ne donne que 25 à 50 litres par jour. Ce n'est pas assez. Nous avons des vaches, d'autres animaux, eux aussi doivent boire. Voilà pourquoi les agriculteurs se suicident. À ce rythme-là, on va tous se suicider. Depuis le début de l'année, dans le seul état du Maharashtra, plus de 300 agriculteurs ont déjà commis l'irréparable. Le père de Jyoti a mis fin à sa vie il y a seulement 4 jours. Mon père avait tant de problèmes et rien ne pouvait l'aider. Ni la nature, ni la ferme, encore moins les villageois. Comment cultiver une terre sans eau? Tout ce que nous avons connu ces 3 dernières années, c'est la sécheresse. Cette année, la sécheresse est beaucoup plus sévère que les autres années. Nous n'avons vraiment plus rien. Pas d'herbe pour les animaux de la ferme, même les hommes n'ont plus rien à manger. À cause de la sécheresse, les récoltes n'ont rien donné ces 2 dernières années. Sans eau pour l'irrigation, beaucoup de villageois ont même renoncé à semer leurs graines. Ces 2 femmes ont été contraintes d'acheter dans d'autres villages leur nourriture. Regardez l'état de mon champ. Il est beaucoup trop sec, rien ne poussera. Et nous ne sommes plus que 2 femmes à la ferme. La situation est encore plus dramatique pour nous. Certains agriculteurs perdent espoir et s'en vont. Ils fuient par milliers, leurs champs calcinés. Mumbai, autrefois Bombay. Abondance et luxe. La capitale économique de l'Inde n'est qu'à 500 km de la tour. Dans ce camp de la ville, 400 migrants sont arrivés ces dernières semaines. Ils vivent dans des conditions précaires. Une fois par semaine, ces bénévoles leur distribuent de la nourriture. Si nous obtenons un travail, nous travaillons. Sinon, nous restons assis ici. Mais même en travaillant seulement quelques jours par semaine, nous pouvons gagner assez pour envoyer un peu d'argent à notre famille restée au village. Quand je vois la quantité d'eau ici, la manière dont elle est utilisée, je trouve ça fou. En Inde, la guerre de l'eau a déjà commencé et les polémiques autour du gaspillage se multiplient. Même le cricket, sport national, n'est pas épargné. Afin d'économiser l'eau, la Haute Cour de justice de Mumbai a ordonné le déplacement des matchs du championnat national hors de la région. Pourtant, dans ce stade, 20 000 litres d'eau par jour sont utilisés pour garder cette pelouse verte. Les tensions autour de l'eau sont loin d'être terminées. À cause du réchauffement climatique, les scientifiques prédisent que les précipitations en Inde seront de moins en moins prévisibles. Séquestration, traitements inhumains, travaux forcés, torture, jusqu'à ce que mort s'en suive, c'est le sort qui est réservé à des enfants qui ne sont pas comme les autres.
Handicapé, personnalité difficile, surdoué ou encore quand un enfant est tenu pour responsable de la mort ou de la maladie d'un proche. Les enfants, dits sorciers, c'est un phénomène ancien en Afrique subsaharienne. Il a pris des proportions inquiétantes, notamment au Togo. Dans la région centrale du pays, la moitié des affaires traitées en justice sont liées à des cas de sorcellerie. Un cinquième des enfants accusés de sorcellerie ont entre 6 et 10 ans. Reportage d'Emmanuel Sodji et Raphaël Tal. La vie de Matina s'est brisée il y a 5 ans, quand son demi-frère, de 20 ans son aîné, lui a infligé un traitement inhumain. Il n'en serait pas sorti vivant si sa mère ne l'avait pas sauvé in extremis. Il voulait me tuer carrément. On m'a attaché 4 jours en soleil. Je ne mange pas. Il met dans mes yeux le piment. Et il détachait ma main et il met le piment. Et il a pris les chicottes pour donner son enfant de me frapper, de courir. Si je cours et je tombe, son enfant me frappe. Madina a grandi dans une des régions les plus pauvres du Togo, là où les malheurs du quotidien s'expliquent de manière surnaturelle. Mort, maladie, malformation, paupérisation sont le point de départ de bien des souffrances dont sont victimes les enfants. Les ennuis de Madina ont commencé à la mort de son père. Sa famille l'a accusé avec sa mère d'être responsable de son décès par sorcellerie. Mon mari avait beaucoup de femmes et d'enfants. Ça créait beaucoup de problèmes de jalousie. À sa mort, la famille élargie m'a détruite, mon fils et moi. Aujourd'hui, je n'ai plus rien, car j'ai tout investi pour sauver mon fils. Je ne comprends pas comment on peut accuser un enfant de sorcellerie. Si l'enfant dit sorcier n'est pas tué ou jeté à la rue, il est envoyé chez un guérisseur pour être exorcisé. Au bout d'une piste, dans le village d'Alereide, cet homme, qui se fait appeler Alpha sous le baobab, a récupéré une vingtaine d'enfants. Pourquoi tu viens rester devant moi? Je vois un enfant souffrir sur la route. Je prends mon véhicule, je demande, toi là, tu vas où? Toi seul en pied. Je le prends, je l'emmène à mon niveau. Je vivais avec ma grand-mère quand on m'a accusé de sorcellerie. Elle m'a emmené en forêt et elle m'a mis une corde au cou pour me pendre. Un homme lui a demandé de ne pas me tuer, qu'Alpha pourrait s'occuper de moi. Sur le site d'exorcisme, les enfants seraient soignés en se lavant et en buvant des concoctions de plantes amères et nauséabondes. Ils sont effrayés par Alpha, vivent dans des conditions effroyables et sont exploités comme des esclaves. Selon le responsable d'un centre pour enfants maltraités qui nous a rejoints, son discours de bon samaritain sonne faux. C'est un escroc. Quand il parle des enfants, certains enfants qui sont abandonnés, ils sont laissés ici. S'il n'y a pas de profit, je ne suis pas sûr qu'il va accepter héberger ces enfants 1 jusqu'à 2 ans. Et je lui ai posé une question, il est tombé aussi dans le piège. J'ai demandé en quoi ces enfants-là lui sont utiles. Il a dit, il a reconnu que les enfants participent au niveau du chant. Donc, s'il n'est-il pas du profit sur ces enfants, il ne peut pas les garder. Les enfants semblent dissimuler la vérité. La parole se libère à l'extérieur, lorsque nous rencontrons cette petite fille qui a passé 3 mois chez le charlatan Alpha. Errante, elle a été recueillie par le centre d'accueil des enfants maltraités. Elle nous explique qu'elle s'est enfuie car elle était tous les jours battue par le charlatan, parce qu'elle ne travaillait pas assez vite dans les champs. Plus de la moitié des affaires jugées dans les tribunaux de la région centrale et du nord du Togo sont des cas de sorcellerie. La loi togolaise garantit la liberté de religion traditionnelle, mais elle ne prend pas en compte les sciences occultes dans le code pénal. Je dirais que c'est une carence volontaire. Légiférer dessus reviendrait à étiqueter certaines personnes de ce label de sorcier et cela entraînerait des dérives. Et il suffirait que la tête de X ne plaise pas à Y, qu'il y ait quelque chose de mauvais, des événements dramatiques qui se passent dans le foyer, dans la famille ou dans un environnement quelconque, pour que l'on puisse se jeter sur quelqu'un. Taxer un enfant de sorcier est souvent un prétexte pour s'en débarrasser. C'est ce qui est arrivé à Marcelin. Il a été recueilli dans ce refuge pour enfants. Comme la moitié de ceux qui sont ici, il a été accusé de sorcellerie. Après plus d'1 an d'accompagnement psychosocial de l'enfant, de médiation avec la famille, Marcelin s'apprête à rentrer chez lui. C'est la 3e tentative. C'est un enfant aussi qui n'était pas très stable.
Et par rapport à son comportement, il sort et le grand-père lit ça toujours à des actes de sorcellerie. Lorsque nous l'avons réintégré pour une première fois, il y avait aussi quelques problèmes de maladie dans la maison et le grand-père a lié ça au retour de l'enfant. L'accueil est glacial. Au moment des dernières recommandations et de la signature des formalités administratives, le grand-père paternel est encore sur ses gardes. S'il change de comportement, ça va aller. S'il ne change pas, c'est qu'il peut avoir un choc en retour. Marcelin est en situation difficile. Sa mère l'a abandonné et son père ne l'a jamais vu. Il ne veut pas du tout que cet enfant mette pied là-bas. Choqué par les propos du grand-père, le petit Marcelin s'effondre. Pourquoi pour mon père, moi je n'hésite pas? L'accusation de sorcellerie n'est pas une infraction, selon la loi togolaise. Mais les conséquences qui en découlent déclenchent une vindicte populaire ou familiale. Lorsque la justice s'en mêle, il est souvent trop tard. Allez, restez des nôtres, on se retrouve après ceci. Nous vous emmenons à présent en Chine, à la frontière avec la Corée du Nord, plus précisément à Dongtong, une ville d'1 million d'habitants. Depuis toujours, c'est la plaque tournante des échanges entre les deux pays. Officiellement, depuis que le régime nord-coréen a accéléré son programme nucléaire et brandi le spectre d'une guerre avec les États-Unis, la Chine a pris ses distances avec Pyongyang. Et pourtant, à Dongtong, vous allez le voir, rien n'a vraiment changé. Le commerce fonctionne toujours et la ville attire même aujourd'hui les touristes. Ils sont de plus en plus nombreux à vouloir voir de tout près leurs mystérieux voisins. À Dongtong, l'imbroglio nord-coréen, c'est un reportage d'Antoine Védéier avec Charlie Wang. Au-dessus de la rivière Yalu, c'est un trait d'union entre deux mondes. Le pont de l'amitié relie d'un côté la Chine, deuxième puissance économique mondiale, à la Corée du Nord, l'un des pays les plus fermés de la planète. Chaque jour, des camions chinois remplis de marchandises traversent la frontière, en dépit des sanctions commerciales votées par l'ONU contre le régime de Pyongyang. La Chine est le premier partenaire économique de la Corée du Nord et ces camions stationnés devant les douanes de Dandong iront bientôt livrer leurs voisins, comme si de rien n'était. On y va tous les jours, une fois par jour, du lundi au vendredi. Non, il n'y a pas moins d'échanges. Même si nos relations ne sont pas bonnes, on ne peut pas arrêter le commerce civil, sinon la Corée du Nord va mourir de faim. C'est ici à Dandong, la plus grande ville frontalière entre la Chine et la Corée du Nord, que transitent 3/4 des échanges entre les deux pays. Plaque tournante commerciale, mais aussi depuis peu destinations prisées des touristes. Des agences de voyage comme celle-ci ont ouvert par dizaines. Elles profitent à fond de la curiosité des visiteurs. Comme on est très près de la Corée du Nord, que c'est juste de l'autre côté de la rive, à 900 mètres à peine, les touristes viennent ici pour avoir une expérience de la Corée, comme ils savent que c'est un pays mystérieux, n'est-ce pas? Ils sont des milliers chaque année à venir contempler de loin leurs turbulents voisins. Certains s'inquiètent des tirs de missiles qui se multiplient de l'autre côté de la frontière. Ils sont venus ici pour vivre le grand frisson. Bien sûr que je suis inquiet. La guerre, c'est horrible. Il suffit qu'il tire un missile sur une des villes frontalières et elle disparaît. La Chine ne peut pas se protéger d'une guerre nucléaire. Certains poussent l'expérience encore plus loin. Pour une quinzaine d'euros, ces touristes vont vivre sur les eaux du fleuve Yalu, une croisière exceptionnelle. On va bientôt s'approcher de la Corée du Nord. Si vous voulez voir des gens ou regarder des choses sur les berges, on loue des jumelles à l'avant du bateau. Ce que ces touristes sont venus voir de près, c'est la misère qu'éprouvent leurs voisins nord-coréens. Le message diffusé par les haut-parleurs du bateau insiste là-dessus. La Corée du Nord est restée figée dans le passé. À droite, vous pouvez apercevoir un kolkhoz nord-coréen. Regardez, il laboure les champs avec un bœuf. Alors que chez nous, en Chine, tout est mécanisé aujourd'hui.
Regardez leurs tracteurs. Nous, on utilisait ça dans les années 50. Eux, ils ont encore ça aujourd'hui. Pour les Chinois, cette croisière, c'est aussi l'occasion d'imaginer ce à quoi leur pays a pu ressembler il y a des années. Je ne suis pas vieille, mais j'ai l'impression que ce que je vois chez eux, ça ressemble à la période très difficile qu'on a vécue par le passé. Ils sont pauvres, très pauvres. C'est moins bien que la Chine, là-bas. Ils ont au moins 30 ans de retard sur nous. Pendant l'excursion, le bateau est rejoint par une embarcation de fortune. À son bord, un Nord-Coréen venu vendre alcool et cigarettes contre une poignée de yuan. J'ai acheté un petit quelque chose parce que je veux leur donner de l'argent pour les aider. Si j'en ai l'occasion, je le fais parce que leur vie est difficile, vraiment difficile. Pour 7 €, elle vient de s'offrir une cartouche de cigarettes sortie d'un pays coupé du monde. Et pour poursuivre l'expérience nord-coréenne, les touristes peuvent profiter des nombreuses boutiques de souvenirs à la gloire du régime. La dictature des Kim fait vendre jusque sur le trottoir. Ça, c'est Kim Jong-il. Lui, c'est Kim Il-sung et elle, c'est sa femme. Ces carnets de timbres, jure-t-il, se vendent comme des petits pains. Ça se vend bien, surtout pour les collectionneurs. C'est un vilain petit pays, mais ils font des jolis timbres. Et quand les touristes sont à Dandong, si près de la frontière coréenne, ils sont obligés d'acheter des souvenirs. Dandong, c'est la petite Corée du Nord chinoise. Pyongyang envoie même ici ses jeunes filles sélectionnées par le régime pour assurer l'animation dans les restaurants de la ville et servir la propagande. À l'intérieur, il est interdit de filmer, nous tournons en caméra discrète. Interdit aussi de parler aux serveuses. Vous êtes toutes nord-coréennes ici? Tu viens d'où en Corée du Nord? Et ça fait combien de temps que tu es ici? 3 ans? 3 ans? Et est-ce que tu retournes souvent en Corée du Nord avec tes amis? Ça ne te manque pas? Ces jeunes femmes ont toutes reçu l'ordre de rester discrètes. Leur mission ici est d'offrir aux voyageurs un visage plus lisse de l'une des pires dictatures du monde. La Chine prévoit l'interdiction du commerce d'ivoire d'ici fin 2017. Cette mesure vise à protéger les éléphants menacés et à combattre le trafic. L'ivoire est très recherché en Chine, où il peut atteindre jusqu'à 1050 € le kilo, et est considéré comme le symbole d'un statut social élevé. La forte demande du pays alimente le massacre de dizaines de milliers de pachydermes africains par an. Une première vague d'ateliers et de vendeurs a déjà cessé ses activités. À terme, cet interdit sera étendu à des centaines de boutiques et ateliers. Mais la mesure n'est pas bien reçue par tous et pourrait ne pas avoir les effets escomptés. Le reportage de Pierre-Philippe Beurson. Cet immeuble d'un quartier résidentiel de Pékin semble ordinaire. Pourtant, les caméras sont interdites. Nous sommes obligés de filmer discrètement. À l'intérieur de ce centre commercial, les boutiques proposent toutes sortes d'objets en ivoire, des défenses d'éléphants d'Afrique, aux statuettes finement travaillées. Ces commerces deviennent illégaux à partir d'aujourd'hui, date d'entrée en vigueur de la nouvelle loi, mais son application reste encore floue. Certains objets coûtent près d'1 million d'euros. La loi met donc fin à une activité très lucrative, de quoi agacer certains commerçants. D'ici la fin de l'année, le gouvernement compte fermer 143 boutiques dans tout le pays. À Pékin, plusieurs ont déjà baissé leurs rideaux. Cette interdiction totale de la vente d'ivoire est également un crève-cœur pour cet artiste. Chun-ke Lee sculpte depuis 35 ans ce matériau précieux, mais de plus en plus rare. Il assure travailler à partir de stocks légaux, prélevés sur des carcasses d'animaux morts de façon naturelle. Il refuse de parler trafic ou braconnage. Seul l'intéresse la beauté immaculée de l'ivoire. Regardez, c'est un blanc unique. La couleur est sublime. Et la texture est inimitable. Elle change au gré du temps. Elle s'embellit avec l'âge.
Symbole de réussite sociale, l'ivoire est aujourd'hui très prisé en Chine. Pour ce matériau précieux, l'Empire du Milieu éprouve un amour vieux de plusieurs millénaires. Les Chinois adorent l'ivoire, et ce depuis l'Antiquité. Ça ne date pas d'hier. On s'est toujours servi d'objets en ivoire. On a retrouvé un peigne datant de 3000 ans avant Jésus-Christ. Il existe même des objets datant du néolithique. Dans la cité interdite à Pékin, il y a de l'ivoire partout. Il y aurait 4000 ou 5000 pièces. La Chine est aujourd'hui le premier marché mondial de l'ivoire. Le pays alimente le braconnage en Afrique, mais Pékin veut désormais changer d'image et se présente comme une puissance responsable. Ce haut fonctionnaire a œuvré en faveur de l'interdiction totale du commerce de l'ivoire et selon lui, cette mesure est une avancée majeure pour la sauvegarde des éléphants d'Afrique. La Chine est un des pays qui prend le plus d'initiatives. Nous sommes parmi ceux qui en font le plus. Il y a plein d'États qui ne prennent aucune mesure et qui ne punissent pas le commerce illégal de l'ivoire. Dans plusieurs endroits du globe, c'est assez simple d'en acheter. Mais sur ce dossier, la Chine joue un rôle exemplaire. Le pays est à la pointe en matière de lutte contre le braconnage. Cette loi n'est en réalité qu'un premier pas. La route est encore longue avant d'éradiquer le trafic. Chaque année, les douanes chinoises mettent au jour entre 800 et 900 affaires de contrebande d'ivoire. Il n'est pas seulement décoratif, mais est aussi utilisé en médecine traditionnelle chinoise, qui lui attribue toutes sortes de vertus. Ça, c'est notre dernière campagne à destination des touristes chinois. On leur déconseille d'acheter des défenses d'éléphants, mais aussi d'autres espèces protégées, comme le pangolin d'Afrique et d'Asie du Sud-Est. Signataire de la Convention sur le commerce international des espèces menacées, la Chine bénéficiait jusqu'à présent de dérogations, désormais abolies. Une première victoire pour le Fonds mondial pour la nature. Les consommateurs, dans leur grande majorité, vont se plier à cette nouvelle loi. Ils vont respecter les règlements. Si l'ivoire devient illégal, ils n'en achèteront plus. Et la demande finira par s'effondrer. Hong Kong, la plaque tournante des trafics en Asie, interdira le commerce d'ivoire en 2021 seulement. De quoi alimenter le braconnage pour quelques années encore. Restez des nôtres, on se retrouve après cette très courte pause. A tout de suite. Retour sur le plateau de Code 24. La famille Ugel, c'est 13 générations de viticulteurs et 378 ans d'histoire. Les premiers Ugel se sont installés dans les vignobles de Riquevire, en Alsace, en 1639. Ils n'en sont jamais repartis. Leur joyau, eh bien, c'est leur vin. Découverte d'une famille qui transmet ce trésor de génération en génération. Reportage. Aussi loin que l'on remonte dans le temps, ce vin doré s'est toujours écoulé des coteaux alsaciens. Et il y a irrigué le destin d'une famille, celle des Ugel. 13 générations de viticulteurs et 378 ans d'histoire. Il faut faire ça dans les règles de l'art. Au service d'un terroir. C'est du bon calibre, hein. Il devrait y avoir de la récolte. Hein. Ils ont une bonne taille hein, cette année. Hein. Ensuite, on peut le métier, Marc, l'aîné, l'a appris de son oncle il y a 36 ans. Aujourd'hui, c'est à son neveu, Marc-André, qu'il enseigne la viticulture. Reprendre un domaine familial, c'est de la volonté, du travail et de l'exemplarité aussi. Donc il faut savoir tout faire. Toutes les opérations de A à Z. Génération après génération, nous sommes que les dépositaires de ces parcelles et donc notre rôle, c'est de transmettre ces parcelles aux générations suivantes dans les meilleures conditions. Pour eux, l'histoire commence en plein cœur du vignoble alsacien, à Riquevire, où les premiers Ugel deviennent vignerons en 1639. Depuis, ils n'ont jamais quitté ces murs multicentenaires et leurs trésors, à plusieurs mètres sous terre.
Nous sommes au cœur de nos caves. Vous avez 80 fûts en bois qui se trouvent ici. Une bonne moitié de ces fûts ont été fabriqués par mon arrière-grand-père qui était viticulteur, gourmet et également tonnelier. Et donc vous voyez que ces fûts sont tous datés. Vous voyez celui-ci par exemple, le nom de mon arrière-grand-père figure ici, Émile Ugel, et la date de fabrication 1868 et sa signature de tonnelier. Le temps n'a plus vraiment d'emprise sur nous. On n'arrive pas à réaliser que c'était il y a un siècle et demi, il y a 150 ans. Voilà. Ici, le plus vieux tonneau date d'avant la Révolution française. Construit en 1715, il est aujourd'hui inscrit dans le livre Guinness des records comme le plus vieux tonneau encore utilisé. Mais il faut s'enfoncer encore plus loin pour débusquer le vrai trésor, la réserve familiale. Une vénérable bouteille, donc il faut régulièrement vérifier le niveau. Bon, là, il n'y a aucun souci, ça c'est un très très bon niveau. Des bouteilles très poussiéreuses qui sont... De génération en génération, les plus illustres millésimes sont mis de côté pour les plus grandes occasions. Certaines bouteilles ont plus de 150 ans et peuvent valoir plusieurs centaines d'euros. On y veille comme à la prunelle de nos yeux. Hein. C'est véritablement notre trésor, notre âme, notre histoire. Hein. C'est très très important. Cette histoire, c'est tous ensemble qu'ils l'écrivent. Voilà, on a discuté de plus en plus. Ici, toutes les décisions sont prises par ce qu'on appelle le conseil de famille. 568 bouteilles, très belle commande, elle est arrivée par téléphone. 3 générations de Ugel qui siègent autour de cette table chaque semaine, juste sous l'arbre généalogique de la famille. Ici, André est le plus ancien millésime. En 86 ans de bons et loyaux services, pas un seul jour sans veiller au destin de son vin. Tu vois, alors là, on avait le vin à la cave, dans des casiers. André, c'est la mémoire de la famille. Pour son petit-fils, il a réuni des milliers de documents d'archives où la petite histoire rencontre parfois la grande. Ça, c'est notre premier livre d'or que grand-père a commencé en 1928. Et la page de tout ce livre la plus émouvante, c'est la page qui, sur le haut, 14 avril 40, lieutenant du 418e régiment d'infanterie, un trait, 25 avril 45. Alors... Donc si je comprends bien, ce trou de 5 ans, c'était pour qu'on n'ait pas de signature non, tout simplement, n'est-ce pas? Nous n'avons même pas été obligés de couper des pages. Ce livre n'a jamais été vu par un Allemand, tout simplement. Il n'était pas question que quelqu'un y mette une signature. Pas un nazi dans le livre d'or, mais une lettre signée de Winston Churchill, à qui la famille avait adressé ses meilleurs crus en signe de patriotisme. Voici une photo de ce fameux Anglais qui a sauvé l'Europe d'une grande catastrophe. En 50 ans, il s'implante dans 120 pays, faisant de la petite entreprise familiale une société connue dans le monde entier. Contre-étiquette anglaise. Nous travaillons tous dans le même but. Nous avons une réputation qui ne s'est pas construite en un jour, que nous devons maintenir. Ça, c'est le défi que les générations précédentes nous ont lancé. On vous donne quelque chose, faites-en le meilleur usage et dans la mesure du possible, améliorez-le. Rester fidèle à un terroir, tout en se réinventant. C'est très riche, c'est très gras, c'est très large, hein, des beaux arbres. Voilà comment la famille Ugel continue chaque jour d'ajouter des pages. Très aromatique. À 4 siècles d'histoire. En France, la naissance de la haute couture en tant qu'appellation juridiquement contrôlée coïncide avec celle de la haute coiffure. Depuis 1845, cette organisation regroupe des coiffeurs indépendants du monde entier qui cultivent un même but, porter leur art au sommet.
2 fois par an, ils se retrouvent à Paris pour explorer les nouvelles tendances et exhiber leur savoir-faire en termes de coupe ou de coloration. Code 24 vous emmène ce soir à la rencontre de ces techniciens de haut vol. Reportage. En haute couture, l'important, c'est la créativité dans la coupe des vêtements, le choix des matières, l'harmonie des couleurs. Mais les silhouettes auraient-elles autant d'attrait sans l'apport incontournable de cet art parfois négligé, la coiffure? Ici, en coulisses de son défilé automne-hiver 2017-2018, Jean-Paul Gaultier vérifie le moindre cheveu. Elle est trop plate, il faut un peu la gonfler, on ne fait pas les 2 nattes, tu vois, un petit peu plus de volume. Avec Jean-Paul Gaultier, un simple épi de blé nonchalamment planté évoque les champs de fin d'été où il fait bon batifoler. La haute couture en France existe depuis le XVIIIe siècle avec Marie-Antoinette, mais elle n'est devenue une appellation juridiquement protégée que depuis 1945, date à laquelle apparaît conjointement la haute coiffure. La haute coiffure française, c'est une organisation française de coiffeurs indépendants qui sont chargés en fait de créer des collections 2 fois par an et de les diffuser dans le monde entier à travers des membres. Le nom haute coiffure française est déjà avant tout un immense avantage puisqu'il s'apparente un peu à la haute couture française et donc nous sommes un peu sur ce même esprit d'exception. 2 fois par an donc, les adhérents de la haute coiffure française venus du monde entier se réunissent à Paris pour comprendre les nouvelles tendances et apprendre à maîtriser les nouvelles techniques de coupe ou de coloration. Les cheveux seront-ils courts, longs ou coiffés en chignon? C'est beaucoup plus naturel en fait. C'est l'effet wavy, même le balayage, un peu vraiment naturel. Enfin là je suis accentuée mais c'est plus des choses naturelles. On va plus s'inspirer aussi de la rue, des femmes de la rue. Je trouve que c'est très intéressant de s'inspirer des femmes de la rue, en fait. Et voilà, on décline leur look et puis on s'inspire de ça, en fait. Un exemple, la ligne Bob. Elle est plus que centenaire. C'est ce que l'on appelle couramment un carré. Ça, c'est les carrés ondulés. Ça, c'est les looks pour les femmes qui aiment les styles un tout petit peu décontractés. Il faut que ce soit sophistiqué mais naturel. Il faut que ça fasse comme si on sortait du lit, mais en même temps, voilà, tout a été réfléchi. Les créateurs de coiffure sont avant tout de remarquables techniciens, dont la virtuosité consiste à maîtriser les codes traditionnels pour les moderniser. Une ligne de base que l'on va amener ailleurs, qu'on va détruire, on va déconstruire, on va la colorer différemment, on va la texturiser. Et en fin de compte, il y a toujours un départ, mais on ne connaît pas trop l'arrivée. Tout comme la haute couture inspire le prêt-à-porter, ces artistes haute coiffure vont influencer les coiffeurs présents dans la salle. Ce qui est nouveau là, c'est d'oser faire du pastel, oser faire du rose, oser faire du vert, du violet. On maquille le cheveu, en fait, qu'on va maquiller un visage. Là, nous, on travaille énormément les superpositions de couleurs, dans les roux, dans les orangés, dans les mouchetés. Toutes ces couleurs, en fait, sont superposées, cohabitent, et on a presque l'impression que c'est des toiles de peintre. Paradoxalement, la haute coiffure française n'existe aujourd'hui que grâce au support d'une grande marque de cosmétiques qui investit massivement dans ce type d'événement afin de proposer ses produits à une clientèle internationale. À Paris, sur scène, les artistes coiffeurs ont 3 minutes montre en main pour réaliser leur création d'avant-garde, des shows coiffures qui sont aujourd'hui très tendance. Comme sur le continent africain où le marché des cosmétiques et produits de beauté devrait bondir de 25% dans les 5 prochaines années. Lors de la dernière édition du Festival de la mode en Afrique à Agadez, la coiffure était à l'honneur avec la performance du coiffeur esthéticien ivoirien Dieudonné Sénato. Vu que nous sommes en pays touareg et tout, j'ai voulu faire de ces mannequins ce soir des gazelles du désert. Et j'ai opté pour des nattes qui sont faites à base de mèches et à l'intérieur nous avons des tubes métalliques pour donner une forme assez rigide à ces mèches pour pouvoir donner l'espèce de cornes et de crinières que vous voyez. Les cheveux, de toutes couleurs et de toute tessiture, recouvrent parfois l'intégralité du corps. La créatrice Muriel Kabil, originaire de Martinique, est une styliste reconvertie dans la coiffure.
En 2014, elle découvre, lors d'une séance de prise de vue, qu'elle peut habiller les corps avec, comme matière première, des cheveux. J'assemble des cheveux, j'assemble des mèches, je tresse, je crêpe, j'utilise les mêmes produits qu'en salon de coiffure pour coiffer. Donc c'est pour moi une continuité de la coiffure en rassemblant mes deux corps de métier tout simplement. Muriel Kabil défend les coiffures afro, comme celle que portait Angela Davis, membre des Black Panthers, militante du mouvement pour les droits civiques dans les années 70 aux États-Unis. La politique d'aujourd'hui vis-à-vis du cheveu, il est plus du fait que les femmes noires, elles ont ce besoin d'être acceptées telles qu'elles sont en fait, sans devoir transformer leur nature pour ressembler à une autre personne. Et elles en ont marre d'étendre leurs cheveux ou de passer par des produits tels que les défrisants, etc. Donc il y a aussi ce côté où elles ont besoin de revendiquer. Moi, je suis plus dans une tendance, je suis pas forcément dans cette polémique. Hein. Moi, c'est parce que j'adore les volumes, j'adore les formes et j'aime changer de coupe de cheveux, donc en fait, ça fait partie de ma personne, tout simplement. Pour moi, c'est une continuité de tout ce que je fais, c'est pas forcément pour revendiquer quoi que ce soit. Muriel Kabil ne travaille aujourd'hui qu'avec des matières synthétiques. Contrairement aux cheveux raides, il est très difficile d'acheter des cheveux crépus. Mais ce qui compte, in fine, c'est l'acceptation de la diversité. Code 24, c'est déjà fini pour cette semaine. Merci de votre bon accueil. N'hésitez pas surtout à nous envoyer vos commentaires à l'adresse qui s'affiche au bas de votre écran. Très bonne soirée et à la semaine prochaine.